BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est ici que vous retrouvez chaque jour l'essentiel de l'actualité Web3, tout ce que vous devez savoir. Et c'est la grande nouvelle du jour. L'Argentine a un nouveau président favorable au Bitcoin. On décryptera cette actualité dans quelques instants avec Pauline Armandais, journaliste BFM Crypto. Bonjour Pauline. Oui. Et puis les mineurs de Bitcoin, qui sont-ils? En quoi consiste concrètement leur métier? Comment en vivre? Et quels sont les grands enjeux et l'avenir du mining? Une mineuse de crypto est avec nous pour en parler aujourd'hui et va tout nous dire. Bonjour Sabrina Chaïta. Bonjour Amaury. Vous êtes fondatrice de Cryptominer France. Oui. D'abord, on part faire un tour sur le marché crypto pour prendre la température en ce début de semaine. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Javier Milei a donc été élu cette nuit président de l'Argentine, on le dit favorable au Bitcoin. On en parlera plus en détail dans quelques instants. Est-ce que cela a eu un impact sur le cours? En tout cas, Alexandre, le Bitcoin prend un peu plus de 2% aujourd'hui et évolue à l'instant où on se parle autour des 37 200 $. Oui, alors pour la question sur la partie politique, effectivement, je ne suis pas convaincu que ça joue un rôle particulier, même si c'est un candidat qui est favorable au Bitcoin, c'est quand même pas quelque chose qui fait partie de son programme intégralement. Il se présente plutôt comme quelqu'un qui veut limiter au maximum le rôle de l'État et donc faire se retirer l'État d'un certain nombre de domaines de décision, redonner sa part pleine au privé. Et puis on sait que c'est quelqu'un qui a une position assez, une vue assez négative des banques centrales. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est présenté comme étant pro-Bitcoin, mais c'est pas l'équivalent d'un président du Salvador par exemple qui met ça sur un piédestal. C'est quand même quelque chose de très différent. Donc je suis pas convaincu qu'il y ait eu beaucoup de réactions par rapport à ça. Je pense que ce qu'on observe actuellement sur les cryptos, c'est un peu ce qu'on écrivait ensemble la semaine dernière. C'est quelque chose qui est plutôt de nature à apporter un peu de consolidation. C'est ce qu'on voit depuis quelques jours. On a des moments d'oscillation assez importants. Ça a cherché les 38 000, ça redescend vers les 35, ça remonte à 37, 38. On a ce mouvement qu'on attendait un petit peu, à savoir d'une consolidation autour d'un niveau technique qui est assez important. Si vous regardez, c'est les zones qu'on avait en termes de support second semestre 2021, qu'on est en train de rechasser maintenant comme résistance. Et donc, il y a un petit peu d'oscillation à ce niveau-là, sachant aussi que ça communique pas mal au niveau des banques centrales ces derniers temps. On sait que ça joue un rôle aussi pour le Bitcoin. Et en fin de semaine dernière, il y a eu pas mal d'interventions du côté de la Fed notamment et de la BCE, de membres donc des banques centrales qui ont indiqué que même si l'inflation s'est améliorée ces derniers temps et on voyait que le marché obligataire, les taux obligataires sont pas mal détendus, eh bien les banquiers centraux ont quand même rappelé que le combat contre l'inflation n'était pas terminé, que en gros ils s'adressaient direct au marché, ces banquiers centraux, pour dire voilà, ne croyez pas que l'histoire est terminée, c'est-à-dire que l'histoire de la lutte contre l'inflation est terminée. Et donc ça, c'est des éléments qui ont été de nature à redresser un petit peu les taux obligataires. Et on voit que les cryptos dans cet environnement-là sont restés plutôt consolidantes, plutôt prudentes. Je pense qu'il y a aussi un petit peu d'effet qui a joué sur la partie des ETF ou de l'approbation des ETF. On sait que c'était un gros catalyseur depuis 4-5 semaines pour les cryptos. Et là, ce qu'on voit du côté de la SEC, c'est que la SEC, c'est pas forcément une surprise, mais la SEC a encore repoussé la décision sur au moins 2 demandes d'ETF Bitcoin. Et donc, on voit que c'est une décision qui est attendue, mais qui tarde. Et donc, on a consommé la partie, on va dire, positive de cette question des ETF, en tout cas à très court terme. Désormais, que la SEC poursuit son schéma de je freine les demandes, je ne donne toujours pas d'accord sur ces émissions-là, eh bien on voit que ça hésite encore un petit peu à prendre du gain là-dessus, parce qu'on pourrait s'attendre aussi à d'autres annonces un peu comme celle-ci, où la SEC freine un petit peu, ce qu'elle fait depuis quelques temps maintenant, elle freine des 4 pieds pour aller plus loin, sauf que si c'est ce qui ressort de manière un peu prédominante, eh bien le marché peut s'en servir pour prendre un petit peu ses gains. Donc c'est vrai, moi, je pense que la phase dans laquelle nous sommes est une phase qui est toujours propice à consolider sur le Bitcoin, c'est-à-dire je ne pense pas qu'on explose les 40 000 $ tout de suite, et il me semble qu'on peut osciller quelques temps dans ces zones 38, redescendre à 35, peut-être même à 33. Vous voyez, des phases un peu comme ça consolidantes. La trajectoire de fond reste la même. Par contre, il n'y a pas de raison fondamentale à moyen terme, si vous voulez, qu'on n'aille pas chercher plus haut. Mais on sent qu'il y a un petit peu d'hésitation qui est assez légitime dans l'environnement actuel. Alexandre, vous parliez des ETF. Il y a aussi des demandes qui ont été déposées, des demandes d'ETF. Ethereum, lui, prend plus de 3% dans les dernières 24 heures et fluctue juste au-dessus des 2000 $. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la direction que pourrait prendre le cours de l'Ether, Alexandre? Ouais, mais juste rapidement, en donner les cours sur l'ETF, il faut aussi voir que certains acteurs des cryptos aux États-Unis notamment pensent qu'un des motifs qui empêche la SEC d'aller plus loin dans ses demandes d'ETF, c'est qu'elle est assez inconfortable avec l'idée que ce soit Coinbase en fait qui a à la fois le rôle de conservateur et d'exchange, si vous voulez. Donc la SEC voudrait
faudrait que les activités soient bien différenciées. Donc ça, apparemment, c'est un frein quand même dans l'émission de ces ETF. Et donc, on a la même problématique un peu pour Ethereum. Mais la tendance de fond reste la même. Ethereum a un peu plus de retard que Bitcoin au niveau de la tendance. Et on voit bien que d'un point de vue graphique, sur toute la partie chartiste, on est vraiment dans une espèce de gros biseau, qu'un biseau haussier comme ça sur Ethereum depuis maintenant 2 ans quasiment. Et ce genre de figure finit très très généralement par une sortie par le haut. Donc la question, c'est pas tellement est-ce qu'on va les chasser au-delà de 2003, même 2005 $. C'est ça, je pense qu'on va y aller. C'est une question de temps tout simplement. Mais pendant ce temps-là, ce biseau est assez large. C'est-à-dire qu'on peut se balader de manière assez récurrente encore entre 2100, on peut redescendre à des 1007, à des 1006, comme ce serait pas impossible. Mais il faut vraiment avoir en tête la trame de fond qui est vraiment une figure haussière moyen terme et dans un environnement que celui que vous avez décrit, ETF ou autre, les taux vont être moins forts dans quelques temps, l'inflation va être moins forte dans quelques temps, le dollar va être moins fort aussi dans quelques temps. Donc ça, c'est quand même un environnement qui est propice à une hausse progressive de l'Ether. Et je pense que les niveaux qu'on peut viser à moyen terme sur cet actif-là, c'est des niveaux qui sont dans la zone 2800 à 3300. Vous voyez, c'est ça qu'il faut viser sur l'horizon de 12-18 mois sur cet actif. Ben on va surveiller ça toute cette semaine et dans les semaines à venir. Merci beaucoup Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonne journée Alexandre. Pauline, on le disait il y a quelques instants, Javier Milei a été élu président de l'Argentine hier. Il est connu comme étant un candidat pro-Bitcoin. Alors pro-Bitcoin, quelques nuances, en tout cas il n'y est pas opposé. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler qui est cet homme ? Oui, alors Javier Milei, c'est un homme politique et économiste âgé de 53 ans. Il s'est lui-même donc autoproclamé anarcho-capitaliste. C'est vrai que tout le long de la campagne électorale, il a voulu vraiment s'imposer comme un sauveur pour l'économie de son pays, notamment pour redresser l'économie en Argentine, parce qu'on le rappelle, c'est un pays qui est en proie à de nombreuses difficultés, un pays qui fait face à une inflation de 143% sur un an. On a 4 Argentins sur 10 qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et au niveau de la dette en Argentine, c'est évidemment aussi assez compliqué puisque le pays doit rembourser un prêt de 44 milliards de dollars qui a été octroyé par le FMI en 2018. Donc clairement, l'Argentine, en termes de finances, c'est assez compliqué. Et donc, c'est un candidat aujourd'hui élu qui a fait différentes propositions phares au niveau économique. Déjà, peut-être la première qu'on peut souligner, c'est qu'il veut dollariser l'Argentine. En gros, peut-être je peux revenir sur les avantages et inconvénients. Bien sûr, ça. Donc en fait, dans un premier temps, on parlait de Bitcoin, mais Bitcoin, il l'a mentionné de mémoire, je crois, une seule fois dans une émission télé, ouais, où il critiquait la Banque centrale et il a dit que Bitcoin pourrait être une alternative, mais c'est pas écrit dans son programme à aucun endroit qu'il allait, par exemple, faire comme au Salvador, mettre Bitcoin, monnaie légale, en Argentine. En tout cas, c'est pas ce qu'il a annoncé pour l'instant. Effectivement, il veut dollariser l'économie. Pauline, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients à la dollariser. Alors, au niveau des avantages, c'est vrai, et ça c'est ressorti d'une note du Fonds monétaire international, ça peut stabiliser une économie tout en réduisant l'inflation, puisque c'est ce à quoi fait face aujourd'hui l'Argentine. Ensuite, ça permettrait d'assurer une meilleure stabilité des prix qui sont exprimés en dollars, ou encore de stimuler les investissements. Mais comme tu le soulignais, en termes d'inconvénients, il y en a quand même beaucoup, notamment celui de dépendre en fait des décisions de la Réserve fédérale américaine, donc de la Banque centrale américaine, et donc évidemment de dépendre des États-Unis. Et puis il y a aussi un autre inconvénient, celui évidemment de faire face éventuellement à une résistance politique de la population qui ne voudrait pas se débarrasser de sa monnaie nationale, et donc ça peut créer des bouleversements à la fois économiques, sociaux, politiques qu'on ne connaît pas évidemment encore puisqu'il n'a pas fait face à cette dollarisation de l'économie. Et puis une autre idée, tu l'évoquais évidemment, c'est que pour faire face à notamment la dette de l'Argentine, il a tenu un discours tout le long de sa campagne électorale anti-banque centrale. Et donc au cours de cette émission télévisée, il avait déclaré, je cite, que selon lui, le Bitcoin représente le retour de l'argent à son créateur d'origine, le secteur privé. En gros, c'est la seule phrase qu'on peut lui attribuer concernant le Bitcoin, puisqu'il n'y a aucune autre mention de cette crypto-monnaie dans son programme électoral. Et c'est pour ça qu'il a été qualifié au cours des derniers mois de candidat pro-Bitcoin. Mais c'est en gros la seule déclaration qu'il ait faite jusqu'à présent. Sabrina, en tant que mineuse de Bitcoin, comment vous voyez cette nouvelle-là, un candidat qu'on dit pro-Bitcoin, alors je dis pro-Bitcoin, attention, en tout cas,
qui est a priori favorable et qui pourrait répondre à certains besoins qu'il y a en Argentine. Tout à fait. Alors il faut bien distinguer, il y a les politiques qui vont être qui vont être Bitcoin maximalistes, comme le président salvadorien, et il va y avoir les politiques qui vont être anti-système. Là, il fait partie de la deuxième catégorie. Il est juste anti-système, et le fait qu'il parle de Bitcoin, c'est juste une manifestation contre le système global international financier qui règne aujourd'hui. Et même s'il n'est pas pro-Bitcoin, il peut avoir une vraie influence sur le Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'il peut être considéré comme un despote aux yeux des autres politiques à l'international. Et souvent, en fait, ces politiques-là vont créer une instabilité politique, géopolitique, et donc le Bitcoin va apparaître comme une valeur refuge dans ces cas-là. Puisque peut-être la population argentine ou les populations qui ont des liens financiers avec les Argentins peuvent être impactées directement. Pourquoi ? Parce que quand un pays est en crise politique, bon, ça s'impacte évidemment dans l'économie, la socio-économie, etc. Mais souvent, la population est impactée parce qu'on l'a vu à Chypre, en Libye, en Grèce, au Liban. Souvent, les crises en fait politiques impactent l'économie directement et la population peut, à un moment, ne plus avoir accès à sa monnaie, ne plus avoir accès à ses comptes en banque. Et donc, ça peut créer un effet de panique. Et là, le Bitcoin est une valeur refuge. Et puis même, on peut le voir aussi, il y a des populations comme en Russie, quand on a un président, ou en tout cas président, on peut le qualifier comme ça parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, mais qui s'attire les foudres des politiques à l'international, eh bien c'est la population qui trime. Aujourd'hui, la Russie, ils ont dû tous se tourner vers la blockchain et vers le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que ils étaient interdits de SWIFT en fait, donc de la plupart des systèmes bancaires. Oui, on voit aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les Argentins n'ont visiblement plus confiance en leur monnaie, qui se dévalorise de jour en jour, et le Bitcoin effectivement pourrait jouer ce rôle de valeur refuge. En parlant de rôle de valeur refuge, on l'a vu qu'a priori, dans le malheureux conflit qu'il y a au Proche-Orient, il fait partie des seuls actifs qui a performé avec l'or, voire même plus que à surperformer l'or. Et puis aussi effectivement l'histoire où les gens pourraient posséder eux-mêmes leurs fonds, bien sûr, sans aller à devoir braquer leur propre banque, comme ça a été le cas au Liban. Au Liban, tout à fait. Et puis, on a oublié de mentionner aussi que le peso a connu une inflation de plus de 140%. Donc ça aussi, ça impacte sur le fait qu'il veut se tourner vers le dollar et que le Bitcoin apparaît comme une solution idéale à bien des égards. Pauline, au-delà de son programme, tu voulais réagir à ce qui a été dit ? Non, là c'est bon, pas de réaction particulière. Au-delà de son programme ultralibéral, Javier Milei est aussi connu pour ses nombreuses positions controversées. Au final, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Bitcoin, tout ça ? Oui, effectivement, ce qu'on a oublié peut-être de mentionner, c'est qu'au-delà de ce programme économique, eh bien, il a des positionnements, que ce soit au niveau environnemental, il est climato-sceptique, donc vraiment avec une position très radicale sur ce sujet, même en matière, en ce qui concerne le droit des femmes, il est contre l'avortement. Je crois qu'il veut aussi, eh bien, éventuellement supprimer des ministères qui concernent notamment les femmes et la santé des femmes. Donc, il y a plein de sujets qui sont controversés et qui fait un peu de lui une sorte de Donald Trump argentin et qui notamment peuvent aussi desservir la communauté crypto. Alors à ta question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est vrai que j'ai posé la question à Alexandre Stachenko, qui est un habitué du plateau BFM Crypto. En fait, il m'a expliqué que selon lui, évidemment, c'est mitigé. D'une part, c'est vrai que parler du Bitcoin, ça peut aussi renforcer évidemment l'adoption de cette crypto-monnaie dans le pays. Donc ça peut être intéressant. En même temps, son discours agressif à l'égard des banques centrales, c'est déjà en soi la démonstration d'une prédisposition des Argentins à comprendre et être sensibles à la proposition de valeur de Bitcoin. Là, je cite Alexandre Stachenko. Mais en même temps, cette mauvaise presse, en tout cas pour la sphère crypto, c'est évidemment rattacher cette personnalité et notamment ses positions controversées à l'arène des crypto-monnaies. Donc on en parlait sur le droit des femmes ou encore l'environnement. Et en même temps, la dollarisation, merci, la dollarisation de l'Argentine, ça pourrait aussi faire préférer les Argentins, en tout cas, ils pourraient préférer le dollar au Bitcoin, donc ça pourrait pas forcément servir cette crypto-monnaie. Oui, tout n'est pas fait, mais en tout cas, il va se passer des choses. Sabrina, vous vouliez réagir ? Non, c'est bon, ok. Pauline, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les Argentins n'ont pas attendu cette élection, n'ont pas attendu Javier Milei pour s'intéresser au Bitcoin et plus généralement aux cryptos.
Ouais, on peut dire que globalement, depuis 2020, il y a vraiment une tendance générale à l'adoption. Il y a une statistique d'avril 2022 de America's Market Intelligence, donc qui a sorti une étude qui disait que 12% des Argentins détiennent aujourd'hui des crypto-monnaies. Donc c'est un pays d'Amérique latine où vraiment il y a un fort taux d'adoption. Plus qu'en France où on serait, a priori, d'après les récentes études de l'OCDE et l'AMF, on serait un peu moins de 10% à en détenir. Donc effectivement, voilà, c'est un pays où les crypto-monnaies sont intéressantes. Comme tu l'expliquais notamment, il y a vraiment cette volonté d'utiliser les crypto-monnaies comme une alternative, soit pour réaliser des achats, soit pour en tant que valeur refuge, quand on voit que la monnaie est dévaluée, ou même pour réaliser des transferts internationaux et pour éviter les fameux frais bancaires qui sont conséquents. Et on voit vraiment qu'il y a une corrélation dans les achats de crypto-monnaies au fur et à mesure que le peso perd en valeur. Selon Chain Analysis, il y a même eu un pic en avril 2023 au moment où en fait l'inflation en Argentine a dépassé les 100%. Donc on voit vraiment cette corrélation entre achat crypto et baisse de la valeur du peso. On voit qu'a priori, en tout cas pour l'instant, il y a un lien de cause à effet. Pour conclure, Pauline, voilà, à quoi on peut s'attendre pour la suite en Argentine, concrètement ? Ce qu'on peut dire, c'est que même s'il a dit vraiment cette phrase un peu choc sur le Bitcoin, sa position elle reste très timide par rapport même à la position du président sortant, Alberto Fernandez, qui s'était montré ouvert. En tout cas, on ne sait pas si ça se serait passé ou non, mais à l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale dans le pays, ce qui s'est passé au Salvador depuis septembre 2021. Et, le président sortant a dit ça. Il l'avait déclaré en 2021, à peu près au moment où le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Il s'était dit un peu ouvert à cette éventualité, sans pour autant mettre en application une telle mesure. Et puis, on peut évidemment se demander si Javier Milei mettra vraiment en application certaines mesures concrètes en ce qui concerne Bitcoin et si ce n'était pas seulement un coup de com' marketing pour gagner des voix durant son élection. On verra tout ça, on va suivre tout ça dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Pauline. D'ailleurs, tous ces éléments-là sont à retrouver sur le site web de BFM Crypto. Tu as fait une longue enquête, un long papier sur tout ça, donc allez le retrouver d'ores et déjà sur notre site. On va s'intéresser au minage de crypto. Voilà. Sabrina Chetia, vous êtes toujours avec nous, fondatrice de Crypto Miner France. Tout à fait. Donc, vous êtes mineuse de crypto. Déjà, rapidement, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui le savent, mais pas tous, c'est quoi le mining de crypto ? Alors, je vous rassure, même les pro-crypto, même les traders de crypto ne comprennent pas le mining de crypto. Le mining de crypto, on est à la frontière entre la finance et l'industrie. Et je vais utiliser beaucoup d'images dans mes explications pour être la plus pédagogique possible. Le minage de crypto, ça sert à valider et à sécuriser les transactions dans la blockchain. Et ça sert aussi à créer de nouveaux blocs dans la blockchain. Là, je vais parler du minage du Bitcoin, puisque c'est la reine des cryptos et c'est celle qui fait le plus l'actualité en ce moment. Il faut d'abord comprendre Bitcoin avant de comprendre le reste. Tout à fait. Alors, imaginez... Vous êtes de ma génération et je pense que les téléspectateurs aussi. Dans les années 90, on avait tous des ordinateurs à la maison avec des grosses centrales qui faisaient du bruit et qui faisaient la taille du bureau. Imaginez ces ordinateurs en 2023 qui sont 1000 fois plus puissants, qui font 10 fois plus de bruit, mais qui sont créés uniquement pour le minage de crypto. Ces ordinateurs-là, les mineurs, donc mes confrères et moi, on les utilise pour créer du Bitcoin. En fait, ces millions d'ordinateurs-là vont être dans une course pour résoudre une énigme cryptographique extrêmement complexe. Pour ceux qui nous suivent à la télé, on peut voir juste derrière moi à quoi ressemblent ces machines. Certaines de ces machines, en tout cas, c'est assez impressionnant. Tout à fait. Et en fait, on va mutualiser la puissance de calcul de toutes ces machines qui, dès qu'elles sont branchées, en fait, font des millions de calculs. Et la première de ces machines qui résout cette énigme extrêmement complexe, cette énigme cryptographique, va créer un bloc dans la blockchain. Et donc, ce bloc-là, il va y avoir plusieurs bitcoins à l'intérieur, donc 6,25 aujourd'hui. Et en fait, l'ordinateur qui aura résolu l'énigme va percevoir en guise de récompense des nouveaux bitcoins, donc des bitcoins qui n'ont jamais été mis en circulation. Voilà, pour encourager donc ces personnes-là
dont vous faites partie, à sécuriser ce réseau, et c'est ce qui lui permet d'être sécurisé et de vivre. Et voilà, puisque en créant du Bitcoin, ces ordinateurs-là vont sécuriser chacune des transactions dans la blockchain. Et la blockchain, on le rappelle, pour les néophytes, c'est comme un registre comptable décentralisé, qui ne dépend pas d'un organe central, donc pas d'une banque, entièrement évidemment digital, transparent et où chaque transaction est immuable et inaltérable. Et inaltérable grâce à quoi ? Grâce justement au travail des mineurs, puisqu'ils sécurisent cette blockchain. Et depuis 2009, cette blockchain, elle a prouvé sa résilience, puisque depuis la création du Bitcoin, le réseau est entièrement sécurisé. Voilà, grâce au minage, donc le proof of work, le Bitcoin est toujours une des blockchains, voire la blockchain la plus sécurisée au monde. Mais le minage est très critiqué, notamment pour son coût environnemental, sa consommation d'électricité. Oui. Ça fait face à pas mal de controverses. Comment on peut les expliquer ? Comment est-ce qu'on peut y répondre, Sabrina ? Alors, il y a plusieurs types de minage. Il y a le minage en proof of work, comme Bitcoin, et Bitcoin ne changera jamais. Bitcoin ne pourra se miner qu'à travers ces ordinateurs-là, mais qui sont de génération en génération beaucoup plus efficients. Donc beaucoup plus efficaces dans leur capacité à sécuriser leur blockchain, mais qui nécessitent beaucoup moins d'énergie. Mais il y a d'autres types de minage. Il y a par exemple Ethereum, qui dépendait avant d'équipements informatiques également, qu'on appelait GPU, et qui est passé de proof of work à proof of stake. Donc, on est uniquement dans du stacking, c'est du digital et c'est beaucoup moins énergivore. Donc là, c'est plus du minage, on parle plus de minage avec. Alors c'est du minage, mais c'est une autre forme de minage, donc ça ne dépend pas de ces équipements. C'est du minage quand même, on peut parler de minage. On parle de minage, mais en stacking. En gros, on va immobiliser des jetons Ethereum de la personne, et puis c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer de nouveaux jetons, de manière très schématique. Et puis il y a Proof of Space, il y a Proof of Authority, etc. Mais comment on fait face à ces critiques, puisque le minage fait les choux gras de la presse, alors que le minage est une vraie source de développement de toutes les solutions d'énergie durable en fait. Mes confrères et moi, notre métier, puisque ce n'est pas uniquement de vendre des machines, c'est vraiment la phase émergée de l'iceberg, les machines. Notre métier, c'est de rechercher à travers le monde toute l'année des zones dans le monde où on va pouvoir avoir des énergies durables en quantité suffisante pour avoir des data centers qui vont pouvoir accueillir des dizaines de milliers de machines. On va faire des contrats avec les gouvernements et on va constituer de vrais bassins économiques. Oui, d'ailleurs, l'idée, c'est de trouver de l'électricité qui n'est pas chère, la moins chère possible. Et les énergies fossiles, c'est cher. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver le plus possible des énergies renouvelables dans des parties du monde reculées qui ne sont pas utilisées ou très peu, où il y a un excédent, et de capter cet excédent. Alors, on va soit capter l'excédent, soit on va même créer des sources, on va utiliser la nature en fait. En Islande, mes confrères ont des data centers qui sont alimentés grâce à la géothermie, donc la chaleur issue des volcans. À Oman, au Congo ou au Paraguay, c'est uniquement de l'hydroélectrique. Et dans les Émirats, ça va être du nucléaire, du gaz naturel. Et en fait, à chaque fois que les mineurs s'installent sur ces zones, ils vont créer un bassin économique et ils vont même participer au développement en fait, de toute l'industrie du développement durable, puisqu'on va apporter des fonds, on va investir énormément. Et donc du coup, à chaque fois qu'il y a de nouvelles fermes, eh bien, on installe même des centres de R&D pour pouvoir être de plus en plus efficients en tant que mineurs. Et alors, moi, je me pose une question. C'est vrai que les récompenses en Bitcoin, là, on parle de Bitcoin, vont s'amoindrir d'année en année, en tout cas tous les 4 ans, avec le fameux halving qui arrivera en avril prochain. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que les mineurs vont réussir à vivre sur le long terme, sachant que ces récompenses vont s'amoindrir ? Bien que le cours du Bitcoin augmente, il y a un moment, il n'y en aura peut-être plus, ces récompenses. Comment ça va se passer ? Alors, il nous reste encore 120 ans de création de Bitcoin. Le Bitcoin, la création de Bitcoin se scinde en deux tous les 4 ans. Et là, il va y avoir la fameuse date charnière d'avril 2024, où il ne va plus y avoir 6,25 Bitcoins qui ont été émis toutes les 10 minutes dans le monde, mais plus que 3,125. Mais il nous reste 120 ans. Aujourd'hui, il y a 19 millions de Bitcoins qui ont été créés sur les 21 millions. Mais on va mettre plus de temps à créer les 1,5 million restants, plus que les 19 millions qui ont déjà été créés. Parce que Satoshi Nakamoto, donc le fameux créateur mystère du Bitcoin, a très bien pensé le mining. Il l'a pensé en le calant sur le modèle des métaux précieux. Donc c'est de plus en plus difficile pour augmenter sa rareté. Voilà, pour augmenter sa rareté. Donc c'est de plus en plus difficile de l'obtenir. Et il y en aura, c'est une quantité évidemment limitée. Donc le pari, c'est de se dire, on en gagnera moins en quantité en minant, mais cette quantité
même si elle est plus faible, aura plus de valeur. Donc finalement, on pourra en vivre quand même. Tout à fait. À sécuriser le réseau. Tout à fait. Et on voit là plusieurs éléments qui tendent à créer un optimisme dans l'écosystème quant au niveau du Bitcoin. Déjà, on le voit, on en a parlé beaucoup des ETF, BlackRock, qui ont permis d'avoir plus de 30% ces dernières semaines sur le niveau du Bitcoin, c'est énorme. Et globalement, le Bitcoin s'en sort très bien cette année. On a connu le bear market, il a une augmentation de 120% quand même en fin d'année, et une capitalisation boursière de 720 milliards. C'est énorme. Et non seulement il y a les ETF, mais il y a le halving en avril. Et là, en fait, on se rend compte que non seulement tout l'écosystème se prépare au halving, mais aussi même les petits détenteurs. Puisque c'est la première fois dans tout le cycle Bitcoin, puisqu'on est habitué au cycle bear market, bull market, etc. Mais c'est la première fois que les utilisateurs Bitcoin, en fait, conservent leur Bitcoin et ne les vendent pas, même en cas de remontée. On voit qu'on bat des records dans le taux de rétention de Bitcoin. Malheureusement, c'est vrai, on arrive au bout du temps, on doit s'arrêter là, mais vous reviendrez nous parler de tout ça, du mining, très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, Sabrina Chaitia, fondatrice de CryptoMiner France. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Pauline Armandais, journaliste BFM Crypto. D'ailleurs, votre newsletter sort tout à l'heure à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous. Demain, exceptionnellement, à 15h, pas de BFM Crypto, mais ce sera BFM Bourse et Guillaume Sorère en direct du Palais Brognard pour BFM Patrimoine, l'événement. Bonne journée, bonne soirée et on se retrouve mercredi à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.